Je suis porte-parole des femmes dans la mosquée et ce n'est pas la place dans une institution décisionnelle que nous avons contestée, mais la place des femmes dans la salle de prière. Parce qu'il faut savoir que la majorité des mosquées en France empêchent les femmes d'entrer et par la porte principale et d'accéder à l'espace principal de prière, comme il était pourtant pratiqué à l'époque du prophète de l'islam, Mohammed. Donc les femmes priaient derrière les hommes, tout simplement, sans barrière visuelle, physique. Et on a une ingénierie comme ça qui s'est développée, où on a érigé des barrières, des rideaux, des balcons. Enfin, des fois, c'est très esthétique, mais n'empêche que la réalité est là. On sépare les hommes des femmes, des croyants, des croyantes, et donc on scinde la communauté en deux. Donc on pourrait, comme le disait Nsoupa en introduction, penser que la question de la place des femmes dans une mosquée est anecdotique et que des problèmes beaucoup plus préoccupants touchent les femmes au quotidien. Et pourtant, cette revendication qui semble au premier abord être une revendication de confort est en fait une contestation hautement symbolique et exemplaire dans le sens où elle peut se réitérer, se répéter à l'infini dans toutes les mosquées de France et d'ailleurs, qui venait exprimer un profond malaise de musulmanes, parce que c'est une remarque, c'est une injustice que subissent beaucoup de femmes musulmanes, mais à laquelle elles ne savent pas forcément répondre. Alors quand cette séparation a touché une mosquée aussi emblématique que la mosquée de Paris, qui est une mosquée touristique, qui est une mosquée qui est reconnue, en tout cas par les autorités françaises, alors ça a vraiment résonné en nous comme quelque chose d'insupportable. D'abord parce que c'était la marque d'une régression pour une mosquée qui n'offrait déjà pas une place très courtoise aux femmes, parce qu'elles étaient parquées derrière un rideau qui faisait office donc de barrière visuelle et symbolique entre l'espace, si vous êtes déjà allé à la mosquée de Paris, donc un espace esthétique, ouvert, relationnel entre l'imam et les croyants, et l'espace réduit, fermé visuellement, qui était offert aux femmes. Ensuite, parce que cette décision s'inscrivait complètement en porte-à-faux des discours et des prêches humanistes et médiatiques de son recteur, Dalil Boubaker. Et troisièmement, parce que lorsqu'on a vu cette affichette qui disait « salle des femmes au sous-sol », eh bien, c'est d'une violence telle que nous nous sommes sentis insultés et qu'on ne pouvait pas laisser passer. Donc, je vais revenir sur la manière dont on s'est organisé pour monter les femmes dans la mosquée, parce que ça a été finalement une contestation très spontanée, une organisation de femmes qui contestaient cette décision et qui étions et naïves en même temps, parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait un refus de la part de Dalil Boubaker, et puis en même temps on a fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on a d'abord envoyé une lettre ouverte et ensuite, donc face à la non-réponse, eh bien, on a fait une action, une prière collective, rien de moins. Donc la prière collective consistait en cela, c'est-à-dire qu'on attendait que le adhan, donc le retentissement, l'appel à la prière, soit fait pour entrer très calmement par la porte principale pour s'installer dans la salle principale derrière les hommes. Et déjà là, on avait un gardien dans la mosquée de Paris, un gardien des lieux, qui m'a empêché moi physiquement d'entrer dans la mosquée. N'empêche qu'on a réussi, on a fait notre prière, donc c'était la prière de l'Maghreb, celle qui vient au coucher du soleil. Ensuite, de quoi nous avons attendu l'imam pour pouvoir lui parler. Parce qu'à la base, c'est cet imam qui avait pris cette décision pour des raisons que je vais vous expliquer après. Donc cet imam, quand il est venu nous voir, il nous a tout simplement regardé de manière très paternaliste, parce qu'on avait enfreint une règle. On a vraiment senti qu'on avait transgressé un lieu masculin. Donc nous étions hautement fautives et il nous a tout simplement dit une nouvelle règle religieuse que personne ne connaissait, c'est-à-dire que ici c'est la salle des hommes et donc c'est illicite d'être ici.
Donc on a ouvert des gros yeux, on s'est dit, on parle pas de la même religion, c'est pas possible, j'ai jamais entendu parler de ça. Et il maintenait, donc on lui a simplement répondu qu'à l'époque du prophète, en tout cas pour l'islam, les femmes priaient derrière les hommes et qu'il n'y a jamais eu salle des hommes, mais il y a toujours eu une salle de prière. Donc la discussion était impossible et nous avons décidé, un peu secoué, de relancer une lettre ouverte à Dalil Boubaker, qui n'a jamais répondu. Malgré tout, comme dans le cas de Madame El-Koubi, il y a eu une médiatisation assez surprenante de cette histoire. En face, on a eu des arguments, des réactions très petites. Très petites, c'est-à-dire qu'on nous a comparé à des fémènes. Donc des fémènes qui viennent prier dans une mosquée derrière les hommes, habillées, voilées. Enfin voilà, des fémènes d'un nouveau genre. Ensuite, on nous a dit évidemment que nous étions mandatés soit par des salafistes. Alors je me suis dit, les pauvres, ils ne se rendent pas compte que s'ils sont plus... ils sont encore plus rigoristes que les salafistes, alors on est mal barrés. Et puis ensuite, alors des arguments officieux, les femmes sont brillantes, c'est bien connu, elles sont indisciplinées, elles sont pipelettes, il faut les parquer au sous-sol. Et donc, si vous êtes sage et discipliné, c'est ce qu'on nous avait dit au début, vous pouvez venir prier en petit comité derrière les hommes. Mais quand on allait vérifier, ça ne s'est pas fait. Donc, nous avons fait une deuxième action le 21 décembre qui, alors là, s'est passé très très mal. C'est-à-dire qu'on nous attendait au garde à vous. Les croyants qui fréquentent cette mosquée, donc ce samedi, quand le gardien leur a demandé « bloquez-les », interdisez-leur l'entrée de la salle de prière, eh bien, ils ont obéi, tout simplement. Ils se sont mis comme une barrière humaine en face de nous. C'était consternant. Ils nous empêchaient l'accès à la salle de prière pour prier derrière eux, parce qu'on leur avait simplement dit donc que nous étions dangereuses. Donc ce que nous avions préparé on était 15 ce jour-là, on a sorti nos tapis de prière parce qu'on savait bien qu'on aurait de la résistance. On a sorti nos tapis de prière et puis on s'est installé dans le patio en se disant qu'ils allaient céder. Mais en fait, ils sont beaucoup plus têtus que nous et ils ne nous ont pas laissé entrer. Et une des femmes dans la mosquée a forcé le passage. Elle a forcé le passage si bien qu'elle est entrée dans la salle de prière et que donc du coup, nous, par effet d'entraînement, nous l'avons suivie. Et là, on a eu une âme charitable qui nous a proposé de nous frayer un passage. Et nous avons réussi, en tout cas la moitié d'entre nous avons réussi à accéder à l'espace de prière pour faire une prière finalement individuelle, en tout cas en petit comité, nous 6. Mais nous étions rentrés, symboliquement c'était important. À la suite de quoi, finalement, quand nous sommes sortis de cette salle pour discuter avec les représentants, en tout cas les responsables de la mosquée, ils se sont très très vite énervés parce que nous avions enfreint une règle, un ordre qu'ils avaient émis, et on ne discutait pas cet ordre, surtout pas de la part de femmes. Donc l'homme qui nous accompagnait, qui essayait d'expliquer que nous étions dans notre bon droit, s'est vu même tabasser, jeté dehors, et puis on nous a tout simplement fermé les portes de la mosquée de Paris, et plus personne ne pouvait y accéder pour le reste de la journée. C'était quand ça? Le 21 décembre 2013. Voilà. Donc après quoi, il y a eu une très très forte médiatisation. Et la semaine d'après, donc pour le prêche du vendredi, le 27 décembre, alors l'imam nous a fait un prêche, mais exceptionnel, c'est-à-dire qu'il nous a expliqué le fin fond de l'histoire, c'est-à-dire que les femmes étaient la turpitude et le désordre, qu'elles étaient la fitna, et que c'est pour ça qu'il fallait les maintenir bien disciplinées. Et donc, on a été décrites, donc, et après essentialisées, parce que c'était toutes les femmes qui avaient cette fibre en elles, comme une menace pour les croyants et surtout pour l'ordre masculin, pour ne pas dire autre chose. Bon, alors aussi, il y avait eu cette excuse que la femme était tentation, donc qu'il y avait une promiscuité homme-femme qui n'était pas très saine quand on allait prier. Et donc, la logique de cette condamnation, c'était que les femmes devaient payer la faiblesse des hommes face à la tentation qui était potentiellement excitable. Et selon cette logique, pour le confort de la jante masculine, c'était les femmes qui étaient officiellement gentiment invitées, qu'on prenait par la forcée, à s'exclure des mosquées et des lieux de culte qui sont devenus de fait exclusivement masculins.
Donc, on a eu beaucoup de réactions très très vives, même au sein de la communauté. Alors là, c'était pratiquants, non pratiquants, libéraux, orthodoxes, on a eu de tout. Alors, taxer de féministe, c'était juste impossible à entendre. Si on mettait féministe dans cette histoire, on était discrédité, tout simplement, parce que ça voulait dire qu'on avait d'autres revendications derrière. Attention, c'est-à-dire que si on leur laisse la place derrière les hommes, bientôt elles vont demander l'imama. Donc vous voyez le bond en avant. Enfin voilà, il y a eu comme ça une surenchère dans les revendications potentielles après l'acceptation de celle-ci. Et puis il y a eu des enjeux, c'est-à-dire que finalement, les enjeux qui sont liés à cette invisibilisation sont le fait que si les femmes, on ne les voit pas, qu'elles sont gentiment dirigées vers le sous-sol ou derrière des rideaux, eh bien elles n'ont pas de voix, tout simplement. Elles n'existent pas, elles n'ont pas de besoin, donc elles ne sont pas dans les comités décisionnels des mosquées. Et tout simplement, ça leur épargne beaucoup de tracasseries parce que du coup, ils ont beaucoup moins de travail. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si la femme, pour nous, si la femme est visible et présente dans la salle de prière principale, eh bien un prêche comme celui du 27 décembre aurait été impossible. Parce que n'importe quelle croyante un peu courageuse, parce que pour le coup on les a tellement disciplinées qu'elles ont incorporé cette discipline, se lève et dit non, ça c'est pas l'islam, ça c'est votre machisme, mais ce n'est pas l'islam. Et rendre finalement au Coran ce qui est au Coran, au prophète ce qui est au prophète, et aux hommes ce qui est aux hommes. Parce que là, on a eu une accaparation du corpus religieux par des hommes, exclusivement par des hommes, et qui font passer finalement, qui sacralisent finalement leur interprétation misogyne et machiste du Coran, alors que, comme toutes les croyantes, si nous croyons, c'est bien que nous pensons qu'il y a un message égalitaire, émancipateur et surtout de dignité dans nos textes religieux. Alors ensuite, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps ou si ça va aller, vous me dites. 3-4 minutes. Bon, très bien. Alors je vais conclure en vous parlant d'autre chose que les femmes dans la mosquée, sauf que les femmes dans la mosquée, ce n'est pas fini. C'est-à-dire que nous avions envoyé une lettre qui n'a jamais eu de réponse et nous sommes en train finalement de réfléchir à l'après et j'ai l'impression d'entrevoir la solution parce que finalement il y a des droits et qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, surtout quand notre dignité est bafouée et que notre voix est inaudible. Donc il y a bien un moment où il faut faire entendre notre voix et faire valoir nos droits. Alors on a comme ça régulièrement des personnes qui contestent cette manière de concevoir, de gérer les mosquées, dont pour la partie la plus fun, la plus populaire au Canada, on a une Canadienne convertie qui s'appelle Célina Merani qui fait un one-woman show qui s'appelle Bestman Comedy et qui explique que quand normalement on va dans un lieu de prière, comme ici par exemple, on est en contemplation, elle dit on devrait être comme Jésus, en train de marcher sur l'eau, enfin voilà, dans un état de transe spirituelle. Eh bien elle dit moi quand je vais à la mosquée, donc au sous-sol, comprenez par là, eh bien j'aimerais trouver un avocat, un défenseur des droits de l'homme et puis une place derrière les hommes. Alors voilà, par l'humour, elle arrive à faire passer des choses, c'est-à-dire un peu cette conscience qui titille les croyants que ce n'est pas normal. Une autre initiative a été le blog, donc avec des photos, de Hind Maki, qui est de Chicago, qui s'appelle Side Entrance, et qui répertorie, donc des croyantes, répertorie des photos. On voit des photos des lieux de culte où elle prie, et donc on a comme ça un peu une distribution de mosquées de bonne conduite qui sont woman-friendly, donc où les femmes sont les bienvenues, et puis celles où la place des femmes est carrément... elle est honteuse. Et puis il y a eu un groupe américain, encore une fois, qui s'est réuni et qui a élaboré les droits de la femme, les droits des femmes dans les mosquées.
et donc qui explique que la femme a le droit d'entrer par la porte principale, a le droit de donner son opinion sur la gestion de la mosquée, a le droit de participer aux meetings, aux sessions d'études, etc. Enfin, voilà, on a tout un pan on a tout un texte sur les women's rights. Et le but est d'éduquer finalement. Alors, et puis, dernièrement, en Angleterre, on a un dernier groupe qui a émergé, qui s'appelle Honor My Voice, donc Honore ma voix, Honorer ma voix, qui a émergé en 2014, c'est très récent, et qui, eux, proposent sous forme de formation, sous forme de pédagogie, donc aux femmes de devenir des leaders communautaires, qui leur permettrait finalement de prendre les rênes et puis de changer les choses de l'intérieur, parce que c'est vraiment de ça qu'il est question, c'est changer les choses de l'intérieur. Après, il y a plein d'initiatives qui sont celles plus théologiques, qui vont être dans la relecture féminine des textes religieux, donc pour justement faire le ménage là-dedans dans toutes ces interprétations misogynes. Alors, aux États-Unis, par exemple, ça se passe beaucoup mieux qu'en France, où on est très mal institutionnalisé, c'est-à-dire en groupe de pouvoir. Tout à l'heure, Madame El-Koubi disait qu'elle avait eu le soutien d'un groupe international. En France, on a le soutien de personnes, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de groupe, qui a un poids institutionnel ou même qui pourrait avoir le rôle de médiateur. Et eux ont commandé une étude dont on parlait tout à l'heure, par exemple, qui a été faite par le comité de la jupe pour les églises, et qui a demandé une étude sur des données qui permettraient de rendre visibles justement les discriminations dans les mosquées. Donc on apparaît une carte avec des mosquées où on montre quelles sont les discriminations, est-ce qu'elles ont une porte d'entrée adéquate, est-ce qu'elles ont un lieu de prière adéquat, etc. Et dernièrement, il y a eu un colloque en Angleterre qui s'appelait Can Muslims Escape Misogyny? Donc, est-ce que les musulmans peuvent échapper à la misogynie? Et donc là, ça a été des femmes médiatiques qui ont mis ce colloque universitaire en place, et qui permet finalement, parce que le colloque, on sait que les colloques universitaires, tout le monde n'y va pas, mais quand ils sont diffusés dans les réseaux sociaux, eh bien, ils ont un plus grand retentissement. Et pour finir avec ça, les réseaux sociaux sont une vraie chance pour faire émerger justement ces voix dissidentes, ces voix de ces croyantes qui ne sont pas contentes. Donc on a le hashtag donc, sur Twitter qui était Honor My Voice, et puis on a eu un hashtag pendant longtemps qui était Bring Down the Barrier, ça veut dire, et donc vous comprenez qu'à chaque fois c'était des hashtags, c'est dièse, qui étaient en anglais, donc de la communauté anglophone. En France on n'a pas encore vu ça, et qui demandait simplement de faire tomber la barrière entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc pour l'histoire des femmes dans la mosquée, nous sommes encore en train de voir comment nous pouvons conclure cette histoire, sachant que les femmes dans la mosquée ne sont pas seules, parce qu'au niveau international, beaucoup de mouvements comme les femmes dans la mosquée émergent. Donc ça, c'est la note optimiste finalement de ces voix dissidentes.